Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Qu'est-ce qu'un panchakarma ? À quoi ça sert ? Lorsqu'on parle d'Ayurveda, on en entend très souvent parler. J'ai aujourd'hui la joie de pouvoir avoir un échange avec Julie Délias, ma coéquipière des podcasts, qui est en quelque sorte experte dans ce domaine. Pourquoi je dis experte ? C'est parce que Julie a pu non seulement recevoir des panchakarmas en Inde, a été aussi thérapeute dans une clinique ayurvédique pour accompagner des gens qui recevaient un panchakarma et qui aussi a réalisé en tant que thérapeute un panchakarma dans son mentorat il y a quelques semaines. Aujourd'hui, elle est là pour répondre à nos questions et qu'on puisse échanger autour de ce thème. Merci Julie, déjà, de pouvoir échanger là-dessus. Est-ce que tu peux, déjà, pour commencer, nous décrire ce qu'est un panchakarma, à quoi ça sert, la signification, enfin de toutes ces choses-là? Merci, je suis très contente qu'on puisse avoir cet échange parce que comme on le sait toutes les deux, il y a effectivement beaucoup de questions autour de ce thème du panchakarma. On en entend beaucoup parler, de plus en plus aussi dans les médias. Et on entend beaucoup parler justement des cliniques ayurvédiques que l'on trouve en Inde et notamment dans le Kerala ou au Sri Lanka. Et il est souvent difficile en fait de savoir vraiment où est-ce qu'on va, pourquoi on y va et qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est essentiel pour moi aujourd'hui qu'on aborde ce thème et que je puisse effectivement partager ces expériences que j'ai vécues en Inde et en France. Donc pour ce qui est de qu'est-ce qu'un panchakarma, si on part de la définition du sanskrit, pancha karma, pancha signifie 5 et karma signifie action. Donc, dans les textes, on parle de panchakarma classique, c'est-à-dire que classiquement, c'était une suite logique de 5 actions qui ensuite permettaient de purifier le corps physique, donc grossier, et aussi nos corps éthériques. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve dans les textes par rapport à cette approche de panchakarma classique. Aujourd'hui, en Inde, c'est très rare de retrouver des cliniques qui proposent des panchakarma classiques pour différentes raisons dont on abordera un peu plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on trouve surtout, ce sont des panchakarma du Kerala, tout simplement parce que ce sont des panchakarma qui n'utilisent pas les 5 actions, mais qui ont choisi certaines actions et qui ont décidé en fait de prioriser, en tout cas de sélectionner certaines actions qui leur semblent plus accessibles à nous occidentaux. Donc pareil, on verra pourquoi un peu plus tard. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qu'un panchakarma aussi au-delà de sa signification, qu'est-ce que c'est réellement. Donc, un panchakarma est une cure de purification profonde où on va nettoyer les différentes couches du corps pour les remettre quelque part presque à neuf. Ça veut dire que ces 5 actions que tu décris, que je veux bien que si tu es OK pour toi de nous les décrire, ces 5 actions sont vraiment là dans un but de purification profonde des corps grossiers et éthériques? Oui, totalement. OK. En fait, ces 5 actions, elles ont pour but de purifier les différents tissus et les différents systèmes, en fait, qui nous composent pour que derrière, on puisse retrouver un discernement, une clarté, une vitalité et que l'on puisse, permettre au corps aussi de retrouver sa fonction de régénération qu'il a de manière innée et spontanée, tout au long de notre vie, en fait. Et
l'idée aussi de ces 5 actions, c'est de pouvoir, comment dire? D'abord nourrir, non, pardon, on va d'abord purifier, on va préparer le corps à purifier. Ensuite, on va purifier avec différentes techniques et ensuite, on va commencer aussi à reconstruire. Puisque dans le Panchakarma, il y a différentes étapes. Il y a une étape de préparation à la purification, une étape de purification et aussi une étape de reconstruction et de régénération. Je ne sais pas si c'est très utile de parler des 5 actions parce que c'est quand même assez technique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus important de comprendre, c'est d'abord que lorsque l'on décide de faire un panchakarma, on décide d'aller vivre une cure de purification profonde. Il va amener une forme de reset, et notamment au niveau du système digestif et au niveau du système immunitaire. Ce qui signifie que lorsque l'on va vivre un panchakarma, on va aussi vivre une très grande vulnérabilité et ce qui nécessite évidemment de savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on va et pourquoi. OK, ça veut dire est-ce que tu considères du coup ou dans ce que tu as pu apprendre et vivre, que pour vivre ce genre de processus de purification intense, il faut être quand même à peu près en bonne santé? En bonne santé, je m'entends dans le sens d'avoir un peu d'énergie vitale et mentale pour pouvoir vivre ce processus de purification? Ou est-ce qu'on peut arriver dans ce processus de purification du panchakarma avec, des grosses faiblesses? Ça dépend. Ouais, c'est une très bonne réponse de l'Ayurveda ça. En fait, ce qui est très intéressant aussi, donc au-delà de ces définitions un peu plus classiques du panchakarma, c'est important de regarder que le panchakarma est aussi un espace-temps dans lequel on va reproduire les lois de la nature. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on vit différents cycles, et notamment le cycle des saisons. Chaque cycle des saisons est composé de qualité, de température. Chaque cycle est gouverné par soit la lune, soit par le soleil, et que tout ça, en fait, a un impact sur notre vitalité et la régulation du dialogue et de la dynamique entre notre corps, notre souffle et notre esprit. Aujourd'hui, avec les perturbations que l'on vit au niveau des saisons, qui ne sont plus aussi marquées qu'avant, le corps lui-même a parfois du mal en fait à s'autoréguler au changement des saisons ou aussi pendant les saisons. Donc l'idée d'un panchakarma, c'est de se baser en fait sur ce que fait la nature naturellement à certaines saisons, et notamment dans les saisons de purification telles que le printemps et l'automne, pour pouvoir reproduire ça d'une manière accélérée et compressée dans un espace de panchakarma sur plusieurs semaines. Puisque classiquement, il était dit qu'un panchakarma, c'est minimum 3 semaines et que en suivant, on était censé passer encore 3 semaines dans une forme de méditation pour pouvoir réellement intégrer tous les effets d'un panchakarma. Donc aujourd'hui, ce qui est important aussi de regarder, c'est qu'un panchakarma va être cet espace-temps dans lequel on va se baser sur les principes de la nature pour pouvoir les utiliser au service du nettoyage du corps et des corps pour ensuite derrière rétablir un équilibre ou en tout cas soutenir le corps à retrouver sa fonction naturelle et innée d'autorégulation. OK, c'est intéressant ce que tu dis parce que je fais le lien avec, les discussions qu'on a pu avoir, hors là, enregistrement podcast où on a pu avoir, chacune de notre côté des mails de personnes, ou des échanges avec des personnes qui ont vécu des panchakarma, en Inde et qui sont revenues, bah,
pas en forme du tout dans la reprise de leur quotidien, où ça a été très rapide finalement, même, s'ils ont vécu, 15 jours, 3 semaines, cette cure. En revenant en France, le retour à entre guillemets «à la réalité» a pu être pour certaines personnes avec qui on a pu échanger, très violente et pas forcément, positive et du coup, ça nous tenait, je crois, hein, dis-moi si je me trompe, en tout cas moi ça me tenait à cœur de pouvoir échanger sur cette notion-là aussi, que c'est une purification qui est très intense et qui n'est pas à prendre à la légère, et qu'il y a aussi beaucoup de choses à mettre en place avant et après et que c'est pas le panchakarma en lui-même, c'est aussi tout ce qu'on met en place avant et tout ce qu'on prépare aussi à l'arrivée qui est tout aussi importante que les processus de purification durant ces 3 semaines. Complètement. Et c'est même plus important le contexte après, en post-panchakarma, parfois même que pendant. Par contre, je vais revenir sur ta question de tout à l'heure, par rapport à la notion de vitalité. Oui. En fait, aujourd'hui, déjà, il faut savoir que chacun de nous naît avec une force vitale qu'on appelle bala, qui est différente. Donc, bala, c'est vraiment notre force de vie. Donc, à partir de là, chacun de nous a son propre bala. Par contre, au fur et à mesure de notre vie, de nos épreuves de vie, etc., évidemment que cette force de vie, elle est aussi mise à l'épreuve, ce qui a un impact sur notre vitalité. De plus, évidemment, selon notre contexte de vie, on a d'autres aspects et d'autres éléments qui impactent aussi notre vitalité. Donc, au fur et à mesure de notre vie, potentiellement, notre corps accumule une charge, des toxines, et ce qui devrait se nettoyer naturellement en intersaison et à certaines saisons comme le printemps et l'automne ne se fait pas ou ne se fait pas suffisamment. Ce qui signifie que derrière, le corps a besoin d'un soutien pour pouvoir retrouver sa vitalité et donc retrouver aussi sa force de vie. Donc aujourd'hui, quand on veut aller faire un panchakarma, donc il y a effectivement des personnes qui décident d'aller faire un panchakarma puisqu'elles sont elles-mêmes soit dans des maladies diagnostiquées, soit dans une envie de prendre soin d'elles, soit dans une envie de prévention. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles les personnes vont aujourd'hui au Kerala pour vivre un panchakarma. Sauf que lorsque l'on est dans un état de faiblesse ou dans des périodes de vie où nous sommes dans des déséquilibres très prononcés, il est nécessaire de préparer le panchakarma en amont. Et en fonction de la réponse de la dynamique corps, souffle, esprit, donc finalement de comment notre corps va réagir à la préparation, alors à partir de là, on sera capable de dire à la personne si le panchakarma va être utile et aussi la bonne solution pour elle et à quel moment. Par contre, ça va aussi vraiment dépendre de cette préparation en amont. Maintenant, lorsqu'une personne a aussi envie d'aller vivre un panchakarma en prévention, il est aussi nécessaire de faire une préparation en amont pour que Agni soit en place. Donc, pourquoi est-ce que Agni doit être en place? Tout simplement parce que lors du panchakarma, on va mettre en mouvement une grosse masse de toxines qui jusque-là étaient stockées. Donc il faut bien, juste pour comprendre ça, en fait les toxines dans le corps sont soit en mobilité, donc en mouvement, et circulent, et donc sont plus ou moins évacuées selon la vitalité de nos systèmes, ou alors effectivement elles peuvent être collées et stockées. L'idée du panchakarma est de faire fondre les toxines qui sont collées et qui sont aussi stockées dans nos tissus les plus profonds pour ensuite les ramener dans le système digestif et pouvoir les évacuer. Donc, pour ça, ça nécessite d'avoir un Agni, donc un feu digestif en place, puisqu'il est nécessaire que le corps soit en capacité de soutenir la digestion et la mise en mouvement de ces toxines pour que derrière, les processus de purification
ne tapent pas totalement dans les ressources vitales et n'affaiblissent pas trop la personne. Et surtout que derrière, lorsqu'on va passer en période de restructuration et de régénération, Agni puisse assez rapidement se remettre en place et donc pouvoir permettre de reconstruire tout le système immunitaire, toute la barrière intestinale, tout le microbiote, etc., etc. Et que Agni puisse aussi continuer de pouvoir transformer ce qui aura été mis en mouvement et ce qui va continuer en fait d'être digéré en post-panchakarma. Donc, la préparation en amont est nécessaire pour tout le monde pour vérifier que Agni est en place. Et lorsque un thérapeute ou quelqu'un une naturo, en tout cas quelqu'un qui est capable de définir si votre feu digestif est en place, à partir de là, ok, vous pouvez commencer à planifier un éventuel panchakarma. Par contre, il est absolument nécessaire de regarder quel va être votre contexte de vie post-panchakarma. Parce que derrière un panchakarma, après cette purification, il y a au moins 6 à 9 semaines pour que le corps se remette en place et se régénère. C'est-à-dire que durant ces semaines-là, il y a une action en fait de tous les systèmes qui vont se remettre en dialogue, qui vont se remettre en équilibre. Mais du coup, comme toute la dynamique aura été changée, puisque quand on a des toxines, en fait, le corps s'adapte. Il s'adapte. Donc, ça veut dire que les dialogues trouvent une adaptation, ils trouvent une autre voie de circulation, etc., etc. Après avoir nettoyé ça, en fait, le corps va reconstruire des dialogues internes qu'il n'avait plus l'habitude d'avoir. Et donc, ça va aussi être très perturbant pour la personne puisqu'elle va se retrouver avec une sensation de perte de repère par rapport à ce avec quoi elle avait l'habitude de vivre jusque-là. Donc, c'est très intéressant parce que finalement, après un post-panchakarma, on est gardien des effets de ce qui a été vécu et donc des effets de la purification. Et ce qui est aussi important, c'est que dans la suite du panchakarma, il est absolument nécessaire de comprendre que notre sensibilité est exacerbée, puisque nous avons été dans une très grande vulnérabilité avec ce qui a pu se vivre durant les étapes de purification. Et donc, dès lors que l'on retourne dans notre contexte de vie, évidemment que notre sensibilité est accrue. Mais comme un bébé finalement, tu vois, j'ai cette image d'un bébé tout neuf qu'on va pas mettre, en plein milieu d'une foule à manger n'importe quoi, enfin et à devoir être actif, Carrément. En fait, nos 5 sens sont aussi nettoyés, donc ce qui signifie que on est beaucoup plus sensible à ce qu'on va percevoir et donc notre rapport au monde extérieur, aux relations, au bruit, au goût, etc., tout ça sera différent. Mais la question que excuse-moi, c'est juste, j'ai une question qui me vient parce que ça montre à quel point l'importance, tu vois, de finalement quand on part faire, un panchakarma, il y a, comme tu le décris très bien, il y a l'avant, il y a la préparation avant, il y a le rite de passage, j'ai envie de l'appeler comme ça, en tout cas, là où on met en action clairement ce qui a besoin, pour être purifié. Puis il y a le post-panchakarma et du coup, on voit bien que ça demande énormément de temps et du coup, si on prend quelques instants pour observer la société actuelle, la question que je me pose et qu'on a pu échanger ensemble, c'est: qui est prêt à recevoir et qui est prêt à prendre, autant de temps pour vivre ça? Comment est-ce qu'on peut adapter ça à notre, quotidien finalement? C'est une très bonne question et c'est pour ça que c'est très important de se rendre compte de l'impact que va avoir un panchakarma sur sa vie. Et comme tu le disais tout à l'heure, on a eu énormément de témoignages sur des personnes qui partent en panchakarma sans savoir ce que c'est, qui rentrent en France et qui ne se font pas suivre et qui derrière déclenchent des maladies,
qui derrière ont un système digestif totalement en vrac. Et il faut bien savoir que quand on rentre en France et qu'on ne se fait pas suivre et qu'on ne suit pas les recommandations qui ont été données par les médecins ayurvédiques en Inde, eh bien, il y a une possibilité en fait que les effets soient pires et que des conséquences graves puissent apparaître. Et que derrière, c'est quasiment, enfin en tout cas, c'est très compliqué, voire parfois impossible de rattraper ça. Oui, parce que dans ce que tu décris, en tout cas, c'est une grande mise en mouvement, des toxines, d'amas dans le corps pour venir les déloger et du coup, j'ai cette vision de quelqu'un qui termine de travailler le vendredi en France, qui prend, son avion pour aller au Kerala le samedi, qui fait une journée ou une nuit complète dans l'avion avec, tous les mouvements, avec l'excès d'air, d'être dans cet espace, enfin voilà, d'accentuer ça. C'est pas les meilleurs moments, en tout cas pour stimuler Agni, sur d'autant plus si on mange, ce qu'il y a dans l'avion et d'arriver et de commencer son panchakarma le lundi. C'est-à-dire qu'il y a déjà, tout un mouvement qui est mis en place et il y a comme une forme de manque de discernement, si je peux me permettre en tout cas, mais c'est ce que je ressens profondément. Si on a envie d'être dans cette vision, pure de l'ayurveda, du respect de soi-même et du respect du temps et de l'écoute, bah, des sensations, c'est-à-dire d'autant plus si cette personne part le vendredi qu'on est en plein hiver en France et qu'elle arrive en plein été, en Inde et que le lundi, elle commence. C'est-à-dire que toutes ses qualités ne sont pas les mêmes, que son corps n'a pas eu le temps de s'adapter et que du coup, elle est déjà dans un mouvement énorme et qu'on vient rajouter ce mouvement-là. C'est aussi pour ça, je pense, dis-moi si je me trompe, tu as plus d'expérience que moi, mais que les gens développent aussi beaucoup de symptômes en revenant? Oui, oui, tout à fait. C'est clair que le contexte, avant, en amont et le contexte après, en prenant en considération en plus toute la mise en mouvement par le voyage, le changement de langue, le changement de culture, le changement de température, le changement de climat, le changement de nourriture, etc. C'est sûr que tout ça compte en fait. Et c'est très important de le prendre en considération puisque lorsqu'on décide d'aller faire un panchakarma et qu'on part, je sais pas, le vendredi, qu'on commence le lundi, bon, il est nécessaire d'avoir le discernement de se dire que dans l'avion, on mange pas ce qui est donné et que en fait, on respecte Agni puisque Agni va être un point central de la réussite d'un panchakarma. Même si évidemment qu'un panchakarma est aussi pour but de venir augmenter et en tout cas remettre en équilibre Agni, il y a une nécessité quand même de le préparer en amont et que tout ça le perturbe. Donc en fait, quand on arrive en Inde après le voyage, on devrait avoir au moins une semaine de repos, le temps que le corps s'adapte, que tous les corps se réharmonisent, que la dynamique corps, souffle, esprit se remette en place. Et après, à partir de là, commencer la cure. Et après la cure, d'avoir soit un peu de temps sur place, une semaine, 10 jours, soit si il est nécessaire de rentrer, qu'il y ait au moins 2 semaines de repos total avant de réintégrer quelconque activité professionnelle ou activités qui demandent un cadre, des horaires, une gestion du stress, etc. Pour que justement, il y ait pareil un temps d'adaptation, de retour, que le corps comprenne où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est revenu, dans quel cadre, dans quelles conditions, avec quelle qualité, dans quelle saison, etc. Et qu'à partir de là, il puisse se dire, OK, je prends en considération tous ces éléments autour de moi pour maintenant aller vers cette notion d'intégrer les effets des purifications qui ont été vécues. Oui, c'est aussi cette notion qu'on a déjà pu parler dans d'autres podcasts, cette fameuse notion du temps qu'Allah qui nous permet vraiment d'intégrer et c'est vrai qu'on est vraiment dans une société où tout s'accélère, où on veut tout, tout de suite, très vite
et où quand on met des choses en place, il faut qu'on puisse repartir dès le lendemain, encore mieux que ce qu'on a vécu, mais sans avoir pris le temps de la digestion. Parce que finalement, tu parles d'Agni, qui est notre digestion, physique, mais il y a aussi ce que j'entends moi dans Agni, la digestion émotionnelle, la digestion de l'impact qu'a pu avoir un panchakarma sur le corps émotionnel, le corps du mental, et qu'il y a aussi besoin de prendre un temps de digestion de ça. Complètement. En fait, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que dans un panchakarma, on nettoie le corps physique, mais pas que. En fait, le panchakarma est aussi un processus spirituel qui vient en fait permettre de nettoyer des schémas, des conditionnements, des traumas, des mémoires traumatiques, des blessures, des indigestions émotionnelles, relationnelles, enfin peu importe quoi. Et à partir de ça, en fait, tout ça voile finalement notre nature et nous maintient dans un certain mode de fonctionnement plus ou moins égotique. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure du panchakarma, en fait, on trouve aussi une vulnérabilité parce que quelque part, c'est comme si on ne savait plus qui on est. Puisque les repères qui étaient stockés dans nos os, donc en circulation dans notre élément eau sous toutes ses formes, eh bien, se purifient. Et donc, ce qui nous servait de pilier, de repère, n'existe plus. Donc, il y a souvent aussi cette notion, cette notion de vulnérabilité, cette notion de je suis perdu, je n'ai plus de repère, je ne sais plus où est-ce que vraiment j'en suis, et c'est normal. Donc, c'est aussi un processus spirituel qui nous rapproche finalement de notre nature profonde et où finalement on vient enlever des voiles et comme des couches d'oignons. Et c'est donc très important de comprendre que, ok, on nettoie le corps physique, mais en vrai, aujourd'hui, clairement, ce que moi je constate, et toi aussi, et quand même on est nombreux à constater ça, c'est que la majorité de nos déséquilibres viennent principalement de situations de stress, de situations émotionnelles non gérées, et que, en fait, au travers du non-respect des rythmes naturels de la nature, eh bien, tout ça s'accumule et forme petit à petit des symptômes qui vont devenir plus ou moins chroniques et qui vont se stocker parce que le corps, son but premier est de nous maintenir en vie, est de maintenir la vie et le vivant. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke. Et lorsque l'on va faire un panchakarma en Inde, on va justement aller nettoyer ce que le corps a stocké jusque-là pour pouvoir continuer de fonctionner. Mais du coup, en le remettant en mouvement, forcément qu'il y a un changement profond qui s'opère et qui, derrière, lorsque l'on rentre dans sa vie quotidienne, a aussi un impact sur nos habitudes, notre manière de relationner, notre manière de communiquer, notre manière d'être en lien avec la vie, notre environnement, notre choix professionnel, notre activité, notre rythme, notre rapport à l'alimentation, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est très important qu'en post-cure, les personnes soient accompagnées par un professionnel et que surtout, elles aient au moins 2 semaines de repos total. Oui, parce que dans ce que tu décris, j'entends que ça touche profondément l'identité propre de la personne, et si on parle en termes de prakruti ou de vikruti, c'est vraiment l'idée de constitution et déséquilibre, et que finalement, on a tendance à vouloir absolument connaître notre constitution, mais finalement on est plus, capable aujourd'hui d'observer notre vikruti, nos déséquilibres, et que finalement quand on fait face à notre propre identité, à notre propre constitution, ça vient, défaire des schémas mentaux, qui font qu'on a une forme de perte de structure psychique, en tout cas qui je suis réellement maintenant que je suis propre, en fait, quoi, si Complètement. C'est très important parce que c'est très perturbant et c'est très bousculant. Et derrière, quand on rentre chez soi, on est là, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive en fait? D'habitude, j'avais l'habitude de fonctionner comme ça, de me comporter comme ça.
Et là, aujourd'hui, j'y arrive plus. Ou alors, j'ai plus envie de ça. Ou alors, de sentir que si je recommence ça, bah, tout de suite, en fait, ça me fait du mal. Et donc, d'être vulnérable face à ces repères qui changent et où l'ego essaye de reprendre un contrôle, mais comme il n'a plus le support physique de toxines dans le corps, eh bien, ce n'est plus possible, en fait. Et c'est là où c'est très important d'être écouté, d'être soutenu, d'être accompagné par des professionnels pour pouvoir justement optimiser et pouvoir accompagner avec douceur tout ce processus de remise en mouvement, d'harmonisation interne entre les systèmes, dans nos dialogues, dans la rencontre avec soi-même, puisque le panchakarma, c'est avant tout ça, c'est une rencontre avec soi-même, parce que évidemment que si on reste 3 semaines à faire un panchakarma, on va passer par différents états émotionnels plus ou moins confortables et qu'on va à certains moments être clairement face à nos ombres, à des choses qu'on n'a pas envie de voir, ou alors qui étaient stockées et qu'on n'imaginait pas. Et c'est très challengeant par moment de le vivre. Et c'est pour ça que c'est très important de choisir où est-ce qu'on va et vraiment aussi de le préparer en amont parce que juste pour refaire un petit pont avec la vitalité, c'est super important que ce soit aussi des professionnels qui puissent vous dire, OK, la vitalité est assez bonne pour pouvoir vivre ces purifications-là, dans le sens où on est sûr que lorsque vous allez rentrer en France, votre corps va avoir les capacités de s'adapter, de se remettre en route et de pouvoir se réhabituer et se réapproprier la vie avec des nouveaux repères. Mmh. Oui, j'entends aussi cette question du pourquoi je veux faire un panchakarma. Quel est mon réel pourquoi? Est-ce que c'est en réponse à une avidité? Est-ce que c'est une réponse à l'ego qui trouve que ça fait classe d'aller faire un panchakarma, que ça me donne une certaine légitimité en tant que prof, de yoga ou en tant que thérapeute en ayurveda et de comprendre réellement, le sens profond de cette expérience de vie? Oui, c'est très important de se demander, mais qu'en fait, pour moi, comme à chaque décision importante dans nos vies, Oui, hein, pourquoi oui, est-ce qu'on fait évidemment. ça en fait? C'est au service de quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et donc cette question de pourquoi est-ce que je fais un panchakarma, elle est essentielle. Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Parce que j'ai lu, différents articles, ou même, voilà, des articles, de professionnels qui vantent les mérites et clairement, enfin, moi pour avoir travaillé en Inde pendant presque 3 mois dans une clinique, j'ai vraiment vu des choses incroyables se passer et je confirme à quel point c'est beau et c'est puissant. Et en même temps, j'ai vu aussi à quel point ça pouvait être aussi réparateur que quelque part destructeur. Surtout qu'il y a un autre point qui est très important, c'est que la culture indienne, naturellement, n'est pas portée sur tout l'aspect psycho-émotionnel. Les Indiens sont plutôt pudiques et ils n'ont pas vraiment l'habitude de parler de leurs émotions et surtout, ils n'ont pas du tout le même rythme de vie que nous. Donc, ils ont beaucoup moins de stress dans leur mode de vie. En tout cas, c'est différent. Et nous, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la majorité de nos déséquilibres viennent quand même justement de ce psycho-émotionnel et de ce stress et de ce décalage de rythme avec les saisons. Donc, quand on va faire un panchakarma, moi, en tout cas, les cliniques que j'ai vues et les retours que j'ai pu avoir, c'est qu'il n'y a pas de suivi et d'accompagnement sur ce côté psycho-émotionnel. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait un nettoyage, on nettoie aussi ça. Donc, il y a aussi une nécessité de pouvoir accompagner ça.
C'est pour ça que c'est très important d'avoir un thérapeute dans votre langue, dans votre culture, qui connaît vos modes de vie, votre alimentation, etc., pour que lui-même puisse être capable de vous accompagner, de vous écouter et de pouvoir justement vous soutenir dans tout cet aspect psycho-émotionnel qui va se mettre en mouvement pour se purifier afin de retrouver de la clarté, du discernement et aussi une vision de vie et bien sûr un enthousiasme à être vivant, un enthousiasme à être en vie, un enthousiasme à du coup derrière faire des choses, créer, etc., etc. Et ça, en Inde, clairement, c'est très rare. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu depuis 9 ans, je n'ai pas eu de témoignages de personnes qui me disaient ah oui, moi j'ai été accompagnée sur cet aspect-là. Et donc, c'est très important que vous l'ayez en France et que même quand vous êtes en Panchakarma en Inde, votre thérapeute puisse être disponible si vous en avez besoin. Oui, c'est aussi cette forme aussi de psycho-éducation dans le sens où nous, quand même, en tant qu'occidentaux, on aime bien comprendre, on a besoin de comprendre et c'est aussi dans cette vision de à partir du moment où on comprend, on sait pourquoi, il y a quelque chose déjà qui se fluidifie et qui permet aussi, je trouve, de remettre une certaine forme de valeur et de prise de conscience de soi-même. C'est-à-dire, je deviens maître de mes actions et de ce que je décide de faire, pour moi et à l'intérieur de moi et je trouve que ce support avec un thérapeute, ce qui permet vraiment justement de venir soutenir cet espace-là, en fait. Complètement. Ouais, merci beaucoup Julie pour tes partages. Oui, et c'est important de se rendre compte en fait de la responsabilité. Voilà, On c'est le a, terme que j'avais pas. Ouais, c'est ça, la responsabilité, tout à fait. mmh, il y a Vas-y. on a une réelle responsabilité vis-à-vis de soi-même et bien sûr, aussi bien dans l'avant que pendant et surtout, dans l'après puisque nous sommes notre propre gardien de l'intégration de ces effets. Mmh. OK. En tout cas, on entend bien, j'entends bien ton message Julie de prêter vraiment attention à l'après aussi. Oui. Vraiment, j'entends, tu l'as répété plusieurs fois, on sent que c'est quelque chose qui est très important. Merci. Oui, oui, c'est très important et pour moi, en fait, même le contexte de l'après, hem, devrait définir ce qui se passe pendant le Panchakarma. Ouais, j'entends, ouais, tout à fait. C'est ce que moi j'ai vécu là quand, dans la session de mentorat de cette année, avec la femme que j'ai accompagnée. La première question que je lui ai posée, c'est: «Quel va être ton contexte de vie après?» et que en fait, tout le protocole de soins que j'ai mis en place, je l'ai basé sur ça. Parce Mmh. qu'effectivement, la vitalité est mise en jeu et que derrière, si elle reprenait un job full-time, et cetera, et qu'elle devait tout gérer, il était clair que pendant les protocoles de soins durant les 3 semaines, ça n'allait pas être les mêmes que si derrière elle avait un mois de vacances. Évidemment, ouais, ouais. Donc pour moi, c'est effectivement extrêmement important et en tout cas, c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter cette année, dans le cadre du mentorat, de pouvoir prendre en considération ce contexte post-cure pour adapter, les protocoles, tout au long des semaines, qu'on a vécues ensemble. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis. Si jamais des personnes veulent approfondir, vous pouvez retrouver sur, l'Instagram, de Julie. Elle a fait, plusieurs posts sur, le journal d'une thérapeute, lors d'un panchakarma et ils sont vraiment passionnants et ça fait du bien d'avoir, le un point de vue, d'un thérapeute aussi. Donc si ça vous intéresse, vous aurez toutes les informations, en description, sous le podcast. Oui, merci. En fait, j'avais très envie de pouvoir retranscrire, ces expériences que j'ai. Et on entend beaucoup, enfin très souvent et majoritairement les témoignages des patients ou en tout cas des personnes qui vivent ces expériences-là. Et en fait, il y a très peu de thérapeutes qui expriment vraiment ce qu'ils vivent. Et clairement, être thérapeute, c'est cool. Et c'est aussi une responsabilité. Et parfois, c'est aussi très challengeant. Et moi, j'ai eu envie de partager, donc j'ai créé le journal d'une thérapeute pour pouvoir retranscrire justement la responsabilité que c'est d'être une thérapeute, les enjeux qu'il y a quand on accompagne quelqu'un, et encore plus dans une période de cure de purification, et que derrière, effectivement, c'est important d'avoir aussi cette vision-là sur la responsabilité partagée, et que
la personne qui vient vivre cette cure est autant actrice, voire totalement actrice par rapport à la thérapeute ou le thérapeute qui va l'accompagner, qui, elle, va juste soutenir en fait un processus de vie qui est déjà en place et qui va derrière pouvoir le relancer. Ouais, ça peut vraiment être un sujet de podcast, ça, cette, responsabilité en tant que thérapeute et en tant que client, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais en tant que personne qui reçoivent les soins et qui viennent, en consultation aussi. Je trouve que c'est un sujet, qui est passionnant et je pense que ça mériterait, un autre sujet de podcast. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça me parle, moi. On est d'accord, on a déjà eu plusieurs fois cette discussion. C'est pour ça. Je le dis en le disant sur le voilà, puis comme on le pose là dans le podcast, ça nous oblige à le faire, tu vois? OK, bah, en tout cas, merci beaucoup Julie pour tes transmissions, pour ton partage, pour ces définitions. On a la joie du coup, la semaine prochaine, de recevoir, heu, pardon, excuse-moi, Caroline et Sylvain qui ont, eux, reçu, ce panchakarma en France et du coup, là, on va avoir non pas la vision du thérapeute, mais la vision des personnes qui sont venues recevoir ces soins. Donc on se réjouit de pouvoir partager ce moment avec eux et de les entendre nous raconter ce qu'ils auront, envie de nous partager. Ça va être super, surtout que Caroline et Sylvain, donc, qui sont dans le mentorat avec moi, ont vécu un panchakarma très différent et donc pourront effectivement témoigner des protocoles de soins qu'ils ont eus en lien justement avec leur vitalité, leur constitution et leur vie critique. Donc ça va être aussi passionnant de pouvoir entendre leurs témoignages. Oui et c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre à 1 semaine d'intervalle. D'habitude, on c'est tous les 15 jours les podcasts et là, on avait l'idée d'avoir vraiment ce thème central du panchakarma et de pouvoir, lancer, cette dynamique-là pour que vous puissiez avoir, les 2 versants. Ça va être super et bien sûr, on a une autre petite surprise. Puisque on a décidé pour ce mois de juin de mettre à l'honneur le thème du panchakarma et Oui. donc on a la joie d'accueillir à nouveau le Vaidya Lionel Narendradas pour une soirée conférence et questions autour du panchakarma. Voilà. Un moment, en tout cas, plutôt privilégié. On a déjà eu la chance de pouvoir le vivre une fois. C'était fort, on a eu des super retours. C'était vraiment, passionnant et vraiment de se retrouver au cœur de l'Ayurveda. Ça fait vraiment, chaud au cœur de pouvoir partager, et de pouvoir échanger avec quelqu'un qui sait réellement, vraiment, de quoi il parle et du coup de pouvoir, partager avec lui, toute cette notion de panchakarma, ça va être, passionnant. Surtout que, étant donné qu'il a fait ses études en Inde, donc de BAMS pendant 6 ans, il a aussi travaillé en fait dans des hôpitaux et donc a une très grande expérience. Et lui, pour le coup, est un réel expert de ce qu'est un panchakarma, et de qu'est-ce que ça signifie, de qu'est-ce qui s'y passe, etc., etc. Oui. Donc on se réjouit. Plein de choses se passent au mois de juin, en tout cas le mois de juin est, vraiment le mois sur le thème du, panchakarma. Je vous dis un grand merci pour nous avoir écoutés. Merci Julie pour, Merci. ton partage et puis on se dit à la semaine prochaine, du coup, pour, pouvoir écouter Caroline et Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.